5 juin 2005, un jeune Espagnol de tout juste 19 ans vient de remporter les internationaux de France de Roland-Garros pour sa première participation. Les fans découvrent alors un nom qu'ils ne cesseront d'entendre pendant 15 ans après ce succès. Rafael Nadal a tout fait avant 2005 pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Bienvenue dans Clic Sport. C'est fini, c'est fini. Il est les bras en croix sur la terre battue comme à son habitude. Et c'est l'événement du phénomène. À 19 ans, Rafael Nadal est vraiment le meilleur joueur du monde sur terre battue. 23 ans après Mats Wilander, il est le premier à gagner ici pour sa première apparition dans le tournoi. Il est le 7e espagnol à s'imposer après Santana, Rimeno, Bruguera, Moya, Costa, Ferrero. Chapeau Rafael Nadal. En plus, il était attendu comme le favori. La victoire d'un génie de la terre battue, un de plus en Espagne, mais celui-là il est peut-être encore au-dessus du lot. Vous l'avez entendu, une victoire en 4-7 contre Mariano Puerta en 2005 pour le premier de ses 20 titres du Grand Chelem. Rafael Nadal donc s'impose et pour ce Clic Sport exceptionnel, deux invités. Le premier, celui qui a encore recueilli pour la 13e fois cette année les réactions de Rafael Nadal à Roland-Garros, ses impressions. Laurent Luvier de France Télévisions. Bonjour Laurent. Bonjour Karim. Ça fait bizarre d'entendre ça parce qu'on a l'impression que c'était hier et finalement c'était en 2005, c'était il y a 15 ans. C'est ça qui est hallucinant. 15 ans pour un sportif de haut niveau au sommet, c'est rarissime. Et un homme qui connaît parfaitement Rafael Nadal, parce que vous l'avez affronté plusieurs fois, et qui peut même se targuer d'avoir mis une bulle à Nadal. On va en parler. Julien Beneteau. Bonjour Julien, bonjour, capitaine Karim, de l'équipe de France de Fed Cup, consultant Canal+, également, pour le Canal Sport Club, ex-joueur professionnel. On va d'ailleurs attaquer avec vous, Julien, parce que je le disais, vous avez eu ce luxe d'affronter plusieurs fois Nadal. On donnera d'ailleurs le palmarès, vous l'avez affronté 4 fois. 3 défaites, une victoire, mais une victoire avant ce Roland-Garros 2005, justement. Quelques mois plus tôt, on est fin 2004, et c'est à Lyon. Racontez-nous, c'est la première fois que vous affrontez ce jeune de 18 ans. Oui, c'est la première fois. On est au mois d'octobre 2004 au Grand Prix de tennis de Lyon. Alors, on commençait à entendre parler de Nadal, et à l'époque, il avait 18 ans et quelques, 18 ans et demi. Il devait être aux alentours de la 30e, 35e place mondiale à ce moment-là, quand je l'ai joué. Et on savait en revanche qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience sur les surfaces rapides. Et à l'époque, c'était il y a 16 ans, les tournois indoor se jouaient encore sur des surfaces très rapides. Les tournois de Lyon, de Bercy, on appelait ça le Taraflex. C'était vraiment une espèce de moquette où le rebond était très bas. Moi, ça convenait très bien à mon style de jeu. Et on pouvait supposer que ça ne convenait pas encore à l'époque au jeu de Nadal. Donc sur ce match-là, je me souviens que j'y allais vraiment sans complexe. Vous le connaissiez avant de l'affronter ou Pas du tout, très peu. Mais moi, Lyon, c'était chez moi. Je suis de Bourg-en-Bresse. C'était là où j'avais gagné la première fois le premier match sur le grand circuit, la première fois où je m'étais qualifié, etc. Je sais que j'avais le public pour moi. Donc, à l'époque, parce qu'après, quand on jouait Nadal, partout où on joue, le public est pour Nadal. Mais à l'époque, je savais que la salle allait être pour moi, donc j'étais vraiment confiant. Et du coup, oui, j'ai gagné assez facilement, mais ce n'était pas encore le grand Rafael Nadal. C'était une victoire 6-3, 6-0 ce jour-là, octobre 2004. Et quelques mois plus tard, Open d'Australie, premier grand chelem de la saison, on est en janvier 2005. Vous affrontez de nouveau Rafael Nadal. Et entre-temps, il gagne la Coupe Davis avec l'Espagne. Exactement, à 18 ans, seulement. Alors là, vous l'affrontez de nouveau. Cette fois-ci, le score est sans appel, un 3-7 pour Nadal. 6-0, 6-4, 6-2. Vous avez vu une énorme évolution entre ces 2-3 mois-là qui se sont écoulés? Énorme évolution. Et pour le coup, quand je suis arrivé à l'Open d'Australie et que quand je vois les conditions de jeu, je sais que ça ne va pas du tout être pareil. Pourquoi? Parce qu'il fait plus chaud. Il fait plus chaud, on joue dehors. À l'époque, c'est encore le Rebun Ice, c'est pas le, je sais plus comment il l'appelle. Ça c'est la surface. Ouais, la surface. On joue la surface de l'Open d'Australie de Melbourne. Elle est de couleur verte encore, c'est pas le bleu qu'on connaît de Melbourne. Et on sait qu'avec la chaleur, c'était une surface qui était un petit peu molle, mais qui faisait que la balle rebondissait énormément. Et un peu comme sur terre. Finalement. Exactement. Et du coup, dans ces conditions-là, on se doutait que Nadal il allait commencer à être très 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 pénible. Et pour moi, c'était complètement injouable. Il était largement au-dessus. Il y a eu un changement physique aussi ou pas trop? Un petit peu. Ouais. Il est devenu, à ce moment-là, il était beaucoup plus costaud. Donc sa frappe était d'une violence extrême.
Et là, on sentait que ça y est, il commençait à décoller, que c'était injouable. Et d'ailleurs, cette année-là, je crois qu'il fait 8e de finale pour la première fois contre Hewitt en 5-7. Hewitt, l'ancien numéro 1 mondial. Et à l'époque, australien. Hewitt, en 2005, Oui, il fait finale. Oui. Cette année-là, contre Safin, il est monstrueux. Donc, il avait un niveau de jeu incroyable. Alors, vous, Laurent, la première fois que vous avez entendu parler de Rafael Nadal, c'était à quel moment? Avant ce Roland-Garros ou, franchement... Très franchement, c'était la finale de la Coupe Davis en Espagne. Il ne devait pas jouer, et puis finalement, ça a été l'invité de dernière minute. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a quand même un petit jeune de 18 ans qui est vraiment hyper talentueux. Et après, effectivement, en 2005, alors l'Open d'Australie, ça, je ne m'en souviens pas. En revanche, il gagne donc Monte-Carlo. Exactement, on va en parler, bien sûr. Voilà, et derrière, le Roland-Garros. C'est là vraiment qu'il explose et que le grand public le connaît. Alors, on rappelle effectivement que Nadal n'a pas encore 19 ans quand il dispute ce Roland-Garros 2005. Il est pour la première fois d'ailleurs à Roland-Porte-d'Auteuil, et vous l'avez entendu avec Lionel Chamoulot au commentaire, il s'impose donc en 2005. Finalement, tout laissait penser qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il gagne en 2000 le tournoi des Petits As. Alors, on va expliquer, Julien, vous qui étiez à Tarbes, vous qui étiez joueur pro, expliquez-nous quel est ce tournoi. C'est le tournoi qui réunit les meilleurs joueurs du monde de l'époque? Des moins de 13 ans. Des moins de 13 ans. Catégorie minime, moins de 14 ans. C'est les 13-14 ans. C'est le championnat du monde des 13-14 ans. D'accord. Donc, quand on gagne à Tarbes, ça ne veut pas dire qu'on va être très fort. Ce n'est pas obligatoire. C'est quand même un bel indicateur. Et ça, il le gagne 5 ans avant de gagner Roland-Garros. Il le gagne en 2000. Ouais, c'est ça qui est assez incroyable aujourd'hui dans le tennis moderne. Effectivement, il se passe beaucoup plus de temps, chez les hommes en tout cas. Chez les femmes, c'est différent. Mais entre être capable de gagner un tournoi du Grand Chelem à 18-19 ans, c'est rare aujourd'hui. On voit... les joueurs qu'on catalogue de la Next Gen, Dominic Thiem, qui a enfin gagné son premier majeur à l'US Open, il a 24 ou 25 ans maintenant. Et on le considère comme un jeune. On le considère comme un jeune parce que ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il fait finale à Roland-Garros, mais il ne gagne pas. Et effectivement, Nadal, c'est cette précocité qui est monumentale. Gagner la Coupe Davis, comme l'a répété Laurent. En plus, il faut savoir qu'à ce moment-là, en 2004-2005, il est vraiment l'héritier des Ferrero, des Moya, des Costa, des Correggia et des Bruguera, qui, dans les années 90, ont vraiment... sont des joueurs espagnols sur terre battue. Ont mis vraiment l'Espagne sur le toit du monde, sur terre battue, à Roland-Garros. Et lui, il arrive avec ça, et tous ces anciens-là le disent, c'est lui le plus fort, il va nous dépasser, il est plus fort que nous, etc. Donc nous, quand on est sur le circuit, qu'on voit déjà ce qu'il y a, et qu'eux disent, attention, lui, il n'est pas comme nous... On se dit, là, il y a un phénomène qui... La grande différence, c'est tout ce que lui a inculqué son entraîneur, son oncle Tony Nadal. Déjà, de supporter la souffrance. C'est, quoi qu'il arrive, même s'il est un peu blessé, il faut oublier la souffrance avec l'adrénaline sur le court. Et on l'a vu encore là cette année, où il y a des conditions qui, soi-disant, tout le monde disait, le froid, les balles, le toit... C'est là où il est le plus fort. Il s'en fiche de ça. Voilà. Il est au-dessus de ça, et depuis le début, depuis l'origine. Mais on parle aussi de Nadal, effectivement, de son éducation, etc. Moi, je l'ai vu, il devait avoir 16 ans en Challenger. Parce qu'il est professionnel, et ça, on le rappelle, depuis l'âge de 15 ans, ce qui est monstrueux. En Challenger à Cherbourg. Donc Challenger, on explique pour nos téléspectateurs. Tournoi de la deuxième division. Voilà, la deuxième division. Réservé à partir de la 150e place jusqu'à 300-400. Exactement. Il n'avait pas exactement les mêmes mimiques, mais il avait déjà une routine. Alors, il y avait des ramasseurs de balles, etc., mais dans l'intensité déjà qu'il voulait mettre sur chaque frappe, sur chaque point, c'était quelque chose qui était frappant à 16 ans. Même, on se disait, il va falloir qu'il apprenne à régler un peu tout ça, parce qu'en match, il perd peut-être un peu d'énergie, il perd peut-être un petit peu de lucidité, à vouloir toujours jouer de la même manière. Et puis, il avait déjà cette routine entre les points, qui pourra... Vous appelez ça une routine? Certains disent que ce sont des tocs. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu des tocs. À l'époque, j'appelais ça une routine parce que c'était le début, il mettait ça en place et c'était pas aussi régulier et de manière automatisée. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors il marche sur la ligne, il se remet les cheveux en arrière, il avait moins tout ça. C'était plus de prendre toujours les balles du même côté, de prendre le même temps, on va dire, entre les points, d'avoir une manière de se concentrer. Il avait déjà ça avant. Il avait déjà ça à 16 ans. Et ça, c'est parlant parce qu'il y a très peu de joueurs à cet âge-là qui sont déjà dans une concentration
mentale extrême. Et c'est ce qui lui permet de mettre cette énergie-là sur chaque point. Et dans la bio qu'il a sortie, qui est extraordinaire, il y a quelques années, il raconte une anecdote que je trouve extrêmement symbolique. Il a 14-15 ans et il fait son premier gros déplacement en Afrique du Sud. Il gagne le tournoi. Il revient, donc il y a un gros décalage horaire. Non, il n'y en a pas, il y a pas un gros décalage horaire. Il y a un long voyage. Il y a 11 heures de vol. Un long voyage. Et là, il y a une avec l'Espagne. petite fête qui est prévue le soir en arrivant en Espagne. Et il dit à Tony Nadal, il dit bon, je vais aller faire la fête. Et il lui dit mais attention, demain, je veux te voir à l'entraînement à 9h. Ça, tu ne pourras pas y couper. Et là, Rafa, il pète un plomb. Il l'insulte, il s'énerve, il part, il claque la porte de la maison. Il dit « Tu te rends compte, je viens de gagner mon premier tournoi, là, et tu me laisses même pas en profiter, etc. » Et le lendemain matin, à 9h, il était à l'entraînement. Moi, j'ai un exemple qui est encore... C'est dans la même lignée, mais c'est monstrueux. On doit être en 2006 ou 2007. C'est la deuxième fois ou troisième fois qu'il gagne Roland-Garros. Et à l'époque, la tournée sur gazon collait à la finale de Roland-Garros. C'est-à-dire que il n'y avait pas une semaine, il n'y avait pas 3 semaines, il n'y avait que 2 semaines entre Wimbledon et Roland-Garros. Donc le Queens commençait le lendemain de la finale de Roland-Garros. À Londres sur gazon. Pour préparer Wimbledon. Donc moi, évidemment, le dimanche, j'y suis pendant la finale de Roland-Garros. On regarde la finale là-bas à la télé. Et le lendemain, il se trouve qu'on est au même hôtel, ce qui est rare, ce qui n'est jamais arrivé. Je le croise, je lui dis ça va et tout, et il me répond avec sa modestie légendaire. Oui, ça va, mais genre, il est presque désolé d'aller bien. Il vient de gagner Roland-Garros la veille. Pour lui, il peut qu'aller bien, quoi. J'arrive au Queens. Moi, je jouais pas le lundi, je jouais le mardi. Je m'entraînais. Ça faisait 3 jours que j'étais sur gazon. On est le lendemain de sa victoire à Roland. À 18h, le lundi, il tapait sur gazon. Et là, on se disait tous, on était tous là, on se dit, mais là, il n'y en a pas un au monde qui va venir. Il va peut-être venir faire le tournoi, il va demander à l'organisateur de jouer mercredi, mais le lundi, il va profiter, il va arriver le mardi, il va taper une demi-heure sur gazon le mardi, il va faire son premier tour le mercredi, et puis il voit. Lui, le lundi, 18h, il tapait sur gazon. Une vraie machine. Et d'ailleurs, pour les chiffres, janvier 2005, il est 51e mondial, très exactement. Et vous en parliez il y a quelques minutes, Laurent. Il a gagné Monte-Carlo, Barcelone, Rome, pour arriver numéro 5 mondial à Roland-Garros 2005. Mais juste avant ça, il y a peut-être un déclic dans sa tête. Et vous vous en rappelez certainement, il joue contre Roger Federer au tournoi de Miami. Et il mène 2-7-0 en finale du tournoi de Miami, juste avant Roland-Garros, avant la saison sur terre battue. On est au mois de mars, exactement, au printemps de cette année 2005. Il a pas de match contre Roger Federer. Finalement, il s'incline en 5-7. Mais est-ce qu'à ce moment-là, quand il joue contre le meilleur joueur de la planète, sur la surface préférée, l'une des surfaces préférées de Roger Federer, ça peut être le déclic pour lui aussi, pour Roland-Garros, alors qu'on n'est pas sur terre. Bien sûr. Et aussi, juste avant, au mois de février, il gagne ses premiers tournois sur terre battue en Amérique du Sud. En Argentine. Voilà, exactement. Et donc, je pense qu'effectivement, là, il se dit, sur terre battue, OK. Et le fait d'être capable de rivaliser avec le numéro 1 mondial de l'époque, Federer, qui dominait sur dur, c'est sûr que dans sa tête, il s'est dit, OK, d'accord, là... J'ai les armes. Ouais. Il gagne Roland-Garros et on va voir la une de l'équipe au lendemain de sa victoire, le 6 juin 2005. C'est juste un petit encadré tout en haut dans la manchette. Nadal, regardez, Nadal l'extraterrestre. Ça, c'est en 2005. La une de l'équipe lors de son 13e sacre cette année, il prend toute la page, évidemment. C'est l'évolution aussi de Rafael Nadal. À l'époque, c'est un petit jeune qui vient de gagner Roland-Garros, qui est pas encore un monstre du tennis, 20 grands chelems plus tard. Regardez, vertigineux avec les 13 titres à Roland-Garros et les 20 titres du Grand. C'est vrai que 2005, il commence à peine à être connu du grand public. Là, quand même, ce qu'il a fait cette année, moi, je pense que c'est un des plus grands exploits de l'histoire du sport, tout sport confondu. Gagner 13 Roland-Garros, quand on sait le nombre... 13 tournois ATP déjà, c'est du jamais vu. Déjà, c'est du jamais vu. Mais quand on sait le nombre d'immenses joueurs qui n'ont jamais réussi à gagner Roland-Garros, Federer qui l'a gagné qu'une fois, etc., en gagner 13, il n'y a pas d'équivalent. Regardez dans cette belle mosaïque. Julien, dites-moi. Et on va en parler après de la comparaison entre les différents. Il va arriver à 14 ou 15. Ouais, c'est ça. C'est fou. Et au-delà du nombre de grands chelems, Roland-Garros, ce que ça demande, Laurent a raison, tout sport confondu, ça ne sera jamais égalé. C'est impossible. C'est plus de 2 fois Borg. À l'époque, les gens qui ont connu Borg, quand Borg avait gagné 6 fois, ils se sont dit déjà, mais c'est monumental ce qu'a fait Borg. Ce qui était vrai. C'est plus de 2 fois ce que fait Borg. Et pour revenir sur la différence des deux unes, effectivement, en 15 ans, Rafael Nadal est passé d'un très grand joueur de tennis au plus grand sportif
de l'histoire de l'Espagne, tout sport confondu, à une personnalité mondiale et à une star mondiale du sport. Et à l'instar d'un Federer dans le tennis, mais à l'instar des Pau Gasol chez lui, des Fernando Alonso chez lui, des grands joueurs de football espagnol et des grandes stars du sport, même d'autres nationalités. Donc on voit l'évolution de sa notoriété via cette une de l'équipe. Sans compter qu'il sera peut-être le recordman du nombre de grands chelems. Bon, il va certainement dépasser Federer. Après, il y a Djokovic qui est plus jeune. Ça, on va en parler. Avant ça, pour bien imprimer l'exploit de Nadal à Roland-Garros, regardez son bilan chiffré, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. 102 matchs à Roland-Garros, 100 victoires, 2 défaites. C'est 2 défaites. Deux défaites. Soderling et Djokovic. Il y a eu l'année où il n'a pas participé, effectivement. Il était forfait. 2009, il perd en 8e de finale contre Robin Soderling. Vous y étiez tous les deux. Laurent, tout d'abord, c'est une surprise énorme ce jour-là de le voir perdre en 8e de finale alors qu'il est sur une hégémonie monstrueuse depuis 2005. Il gagne 2005, 2006, 2007 et puis 2008. Il arrive contre ce Suédois qui est un bon joueur mais qui n'est pas un joueur de terre battue, qui est très grand, qui est un peu maladroit d'ailleurs sur le terrain, mais qui frappe fort la balle et il perd en 8e de finale. Moi, je m'en souviens. Julien s'en souvient aussi certainement, mais c'était l'ambiance qu'il y avait à Roland-Garros, c'est-à-dire que les gens n'y croyaient pas en fait. C'était un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre. Ouais. C'était incroyable. Bah oui, c'était le premier match qu'il perdait depuis 2005 et on n'arrivait pas à y croire. Surtout aussitôt en fait, en 8e de finale et comme vous le dites, contre un joueur inattendu en fait. C'est pas un kidam à ce moment-là, Soderling, parce que c'est un bon joueur qui est, je crois, dans les 15-20 meilleurs mondiaux. Mais c'est quand même une surprise énorme de voir battre le roi sur terre battue. C'était un coup de tonnerre incroyable. Ça faisait 4 ans de suite que Nadal gagnait, donc. Et puis, effectivement, c'était la stupéfaction, mais l'ambiance sur le central était très bizarre pendant le match. Ouais. Il y avait des gens... C'est-à-dire que Nadal était déjà devenu le prince ou le roi de Roland-Garros avec ses 4 victoires consécutives. Mais on commençait déjà à se dire, on est un peu lassé. Ça, en France, on se lasse vite de ceux qui gagnent. Il y avait une partie du stade du cours Philippe-Chatrier qui était un petit peu pour Soderling, qui était content de voir Nadal perdre, parce qu'ils espéraient peut-être éventuellement que Federer gagne. C'était très, très, très bizarre. Et effectivement, ce jour-là, Soderling a sorti un match incroyable. Il était... c'était les débuts de sa collaboration aussi avec Magnus Norman, et qui avait mis une tactique au point. Il l'agressait. Il avait cette puissance... Comme tu l'as dit, Karim, avec ses grands coups de fond de cours, ils sont très peu à être capables de mettre à mal Nadal. Grâce à son envergure, notamment. Exactement. Et oui, ça avait été vraiment une énorme surprise. Il y a une chose aussi, je reviens juste un peu en arrière, c'est que quand il gagne en 2006, donc la 2e année, c'est peut-être sa victoire la plus importante, parce que quelques mois avant, il est blessé au pied, un problème d'os, et alors ses médecins, les plus grands médecins là-bas en Espagne, lui disent que sa carrière est terminée. On est à la fin de l'année 2005. Il a 20 ans. Voilà, il est démoralisé au maximum. Il pense que sa carrière est terminée, qu'il aura gagné un grand chelem et basta. Et il est revenu, alors il y a eu toutes des semelles compensées, etc., pour atténuer la douleur, etc. Et quand il gagne en 2006, c'est la délivrance, en fait. C'est vrai qu'il a souvent eu des problèmes physiques, notamment au genou, qu'il a gagné des terrains pendant 7-8 mois. On a tout entendu sur lui. Quand il avait 25-26 ans, on se disait, bon, c'est bon, il lui reste 1 ou 2 ans. Son jeu demande trop de dépenses physiques, son corps ne tiendra pas. Il a gagné son 20e grand chelem à 34 ans. 34-35 ans. Deuxième défaite en 2014. Et là, la régulière, vraiment, contre Novak Djokovic en quart de finale. Les deux se sont souvent tenus, d'ailleurs, sur terre battue. Parfois, Djokovic a embêté dans cette hégémonie de Nadal sur les 13 titres. Rafael Nadal, Novak Djokovic. Là, en quart de finale, il le bat et ça ne sauve d'aucune contestation ce jour-là, quasiment. Non, je me souviens plus du score, mais c'était une année et c'était une époque où Djokovic était le meilleur partout. Alors, on a beau être le meilleur partout, quand on joue Nadal à Roland-Garros, c'est le défi ultime du tennis. C'est le défi ultime du tennis. Et Djokovic, ce jour-là, était plus fort. Je pense que moralement, ça fait mal à Nadal. Mais encore une fois, il s'en est relevé. C'est marrant, en laissant des miettes, Djokovic et Federer en ont profité pour gagner Roland-Garros. Chacun à leur tour. Effectivement. C'est là où ils sont... C'est là où on mesure la grandeur de ces trois-là. C'est-à-dire qu'effectivement, Federer, il a eu une fenêtre. C'est ça. Et il l'a saisi pour gagner Roland-Garros. Djokovic, pareil. Et Djokovic,
c'est pareil. Et Federer, ça a été chaud. Hein. Ouais. Contre Tomias et contre Del Potro. Exactement. Ouais. Mais ils ont quand même réussi à y aller. Mais je pense que cette défaite-là, en fait, quand Djokovic bat Nadal chez lui, entre guillemets, à Roland-Garros, il est dans le même état que quand Nadal, lui, a battu Federer à Wimbledon en finale. Justement, ça, c'est important d'en parler. Parce que 2008, à mon sens, c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire du tennis. Et c'est peut-être la bascule dans la carrière de Nadal, qui était considéré comme un très grand joueur de terre battue, mais qui n'avait pas encore gagné d'autres grands chelems sur donc, les autres surfaces. Là, sur une surface, on ne l'attendait pas du tout, parce qu'il a souvent sous-performé à Wimbledon, souvent éliminé par d'ailleurs des Kidam, j'en parlais au troisième tour. Là, il gagne contre Federer, qui est d'ailleurs, pour bien l'expliquer, invaincu depuis 5 ans à Wimbledon, qui gagne tout sur le gazon londonien. C'est une finale qui a arrêté 3 fois par la pluie, et il gagne ce genre en 5-7. Et il ne voulait pas être comme quasiment tous les Espagnols, c'est-à-dire gagner que Roland-Garros, les tournois sur terre battue. Il voulait gagner des grands chelems ailleurs. Donc c'était ça aussi qu'il voulait prouver au monde entier. Et je me demande si son plus grand rêve, en fait, au départ, c'était pas de gagner Wimbledon avant Roland-Garros. Souvent, ils en parlent, que ce soit lui ou que ce soit Tony Nadal, ils en parlent de ça, de ce rêve qui était de gagner Wimbledon, de prouver, parce qu'on parlait de tous les Espagnols que j'ai cités tout à l'heure. Ils n'ont gagné que sur terre, quasiment. C'est ça. Ils n'ont pas gagné ailleurs. Non. Et d'ailleurs, quand on revoit ce match-là, cette finale-là, et quand on revoit la réaction de Tony Nadal quand il gagne, quand Rafael gagne, on voit que ça dépasse leurs espérances. Et que ça dépasse... pour eux, c'est peut-être celle-là, c'est peut-être l'une des plus belles victoires Et c'est ce qui lui permet, derrière, d'aller chercher tous les autres grands chelems. C'est-à-dire qu'il est décomplexé. À ce moment-là, il se dit, OK, j'ai battu à Wimbledon le maître du gazon, je peux gagner partout. En Australie, il a plus de mal quand même. Oui, il a gagné une fois. Ouais, une fois seulement. C'est marrant. Ouais. Ça c'est bizarre parce que les conditions, normalement, lui vont bien. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le début de saison qu'il a besoin un peu de lancer la machine? Est-ce que... je ne sais pas. En revanche, là, pour revenir sur cette victoire-là, qui joue le rôle, entre guillemets, de déclic, oui, dans ce sens-là, et puis chez les autres. Bien sûr. Parce que les autres se disent, ah d'accord, il a battu Federer à Wimbledon, en finale, il peut battre n'importe qui partout maintenant. C'est vrai que Djokovic est arrivé un peu après, mais ce duel légendaire entre Federer et Nadal, qui est l'un des plus beaux duels de l'histoire du sport. Pour le coup, franchement, c'est peut-être d'ailleurs le plus beau duel. Juste regardez cette vidéo, parce que parfois on pourrait croire que dans un duel, les deux se détestent. C'est pas le cas. Federer et Nadal s'apprécient. Et cette vidéo, pour la fondation d'ailleurs, montée par Roger Federer il y a quelques années, vous allez voir, ils sont obligés de faire un spot publicitaire et les deux n'arrivent pas à tenir leur sérieux. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? You know what? I'm going to come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. So Rafa, do you... He looks at me, oh God. Okay, here we go. So Rafa, okay. So Rafa... You know what you're going to give me for Christmas yet? I don't... You know what? I'm going to play an exhibition. C'est vrai qu'on dirait deux enfants, vous le disiez hors antenne, Julien. Et c'est beau de voir ça, parce que les deux se sont tirés vers le haut à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'on pense, Julien, mais la vraie rivalité, c'est entre ces deux-là. Oui. Moi, je trouve, parce que chacun a porté l'autre encore plus haut, en fait. Ils se sont fait progresser. Ouais. Je pense qu'ils se sont, fait du mal à un moment donné, mentalement. Je pense que quand Surtout Nadal... Federer a souffert parce qu'il a quand Nadal bat Federer à Wimbledon, comme on a dit, je pense que là, Federer prend un énorme coup sur la tête. Effectivement. Mais en même temps, ils se sont aussi... ils se respectent. C'est la plus grande rivalité parce qu'il y a tout qui les oppose. Il y a l'élégance, entre guillemets, le talent naturel, plus naturel. Parce que Nadal, on l'oublie, mais il a un talent incroyable au-delà du travail. Il a une main exceptionnelle. Il est complet. Il retourne, même s'il ne sert pas à 200, il sert très bien. Coup droit revers, c'est monumental. Donc, mais ils ont cette différence, le gaucher, le droitier, l'attaquant, le défenseur, entre guillemets, tous les opposent. Et ce qui fait que cette rivalité, cette différence de style, quand ils sont les deux au sommet, ça donne des matchs qui sont juste exceptionnels. La chance qu'on a eue, quand même, nous, de vivre ça, d'avoir 3 joueurs les plus grandes exceptionnels, les plus grandes histoires en même temps avec Novak, c'est une chance inouïe qu'on a. Alors, ils ont fait des matchs, les 3. Ouais.
Les uns contre les autres. Oui, d'ailleurs, les uns c'est contre vrai. les autres. La Les finale de Nadal Federer Djokovic contre- à l'Australie, Federer Nadal Wimbledon. Ou en Australie, il y a quelques années, pour le dernier grand chelem de Federer. Le Federer Djokovic à Wimbledon, il y a encore 2 ans, Ouais, la qui finale, était c'est exceptionnel. monumental. C'est vrai que les 3 se sont effectivement tirés vers le haut. Donc, on parle des grands chelems. 17 grands chelems pour Djokovic, 20 pour Federer et Nadal aujourd'hui. Donc, ils sont quasiment tous à égalité. Djokovic va essayer de les rattraper. Vous disiez que Nadal, pour vous, allait dépasser Roger Federer. Vous pensez la même chose, Laurent? Alors, va le dépasser momentanément. Moi, Federer, il peut peut-être en gagner un encore, je pense. Wimbledon, Ouais, certainement. c'est là où je pense qu'il a le plus de L'année chance. prochaine. Voilà, pourquoi pas. Nadal, je le vois bien regagner Roland là dès le mois de mai. Je vois pas pourquoi il a gagné au mois d'octobre là, pourquoi il gagnerait pas au mois de mai. Voilà, C'est 6 mois après. Hein, C'est sûr. et voilà. Mais après, il y a Djokovic qui va. Gilles Simon disait il y a quelques semaines que pour lui, Ouais. Novak Djokovic était le plus grand de tous. Ah oui. Est-ce que vous partagez l'avis de Gilles Simon? Gilles Simon, joueur de tennis professionnel. Moi, j'aime tellement Federer et Nadal. Bon, j'adore Djokovic aussi, mais je les mets quand même au-dessus, que j'ai pas envie. Moi, j'aimerais qu'ils terminent les 2 avec le égalité. record, du même nombre de grands chelems, hein, leur carrière. Vous qui avez C'est mon affronté les rêve. 3, Julien, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, pour vous, lequel vous a le plus impressionné au sommet de sa carrière? Parce que vous les avez affrontés les 3 au sommet de leur carrière, J'ai jamais joué Nadal sur terre battue, moi. heureusement. Ouais. À titre personnel, Ouais. Je sais que vous allez dire Roger. non, le plus dur à battre pour moi, c'est Djokovic. D'accord. Et parce que c'est personnel et que je comprends quand Gilles dit ça, parce que Gilles aussi, avec son style de jeu, Pourquoi c'est le plus dur? parce qu'il y a un style de jeu qui fait que c'est. Quand on est en face, on a l'impression qu'il n'y a pas de faille. Federer, de temps en temps, on peut trouver une faille, du côté revers, côté. Après, quand il est au sommet, il est au sommet. Mais Nadal, dans certaines conditions, on peut se dire tiens, il y a un petit truc à faire. Djokovic, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quoi. C'est là où Federer et Nadal sont quand même assez exceptionnels d'essayer de chercher, de trouver des solutions face à Djokovic. Parce qu'effectivement, il a développé un style de jeu d'une. Tellement C'est complet. presque, exactement. C'est presque la perfection tellement c'est complet. Et Donc vous diriez Djokovic, pour vous, le plus grand de tous. Et pourtant, il est derrière encore aujourd'hui. non, je dirais pas ça. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est le plus fort. Mais le plus grand de tous de tous les temps, pour l'instant, c'est Federer et Nadal pour moi, parce qu'ils sont à 20-20 et que. Voilà. C'est très, très compliqué. Après, c'est des sensibilités de chacun. Et pour terminer, sur Rafael Nadal, vous le voyez continuer encore longtemps. Il a 34 ans, il va avoir 35 ans. Est-ce que pour vous, Nadal peut encore continuer comme Federer, à gagner des 2-3 grands chelems à ans, 36, ouais. 37, 2-3 ans. 38 ans? C'est son Ouais. corps, non, qui décidera. Je pense que c'est son corps qui décidera. Tant que son corps tiendra, vu son style de jeu et vu sa qualité, il sera toujours. Vu la manière dont il a dominé Voilà, Novak Roland Garros. Djokovic à Roland Garros en finale. Il sera toujours monstrueux à Roland Garros. Après, tenir une année complète, là, je pense que Djokovic, il va avoir un record. C'est le. Nombre de numéro 1 mondial. Ouais, 2 l'année semaines. numéro 1 mondiale ou 2 semaines. Parce qu'il est plus jeune que les autres. Il va jouer plus de tournois. Il va jouer plus de tournois et il va être capable d'être plus constant sur une année. Et ça peut être son objectif d'ailleurs. Mais non, pour revenir sur Nadal, ouais, pourquoi. Là, demain, c'est Roland Garros 2021. Allez, 22-23. Et quand tu es en 23, tu te dis, allez, je finis au jeu à Paris, chez moi, à Roland Garros, pourquoi pas? Ça serait pas mal. Hein. Bah, on l'espère, parce que oui. ça me donnera encore l'opportunité de débattre sur le meilleur joueur de l'histoire du serait tennis. top. Merci beaucoup, Laurent. Merci, À très Karim. bientôt. France Télévisions, évidemment, avec Roland Garros dans quelques mois. On l'espère, l'année Oui. prochaine. C'est vrai que ça va en vite. 2021, ça va vite, hein, Dans 7 finalement. mois. Ouais, c'est ça. Et puis, Julien, Tant mieux. l'équipe de France de Fed Cup. Ouais, on espère au mois d'avril que ça reprenne. Espérons. À Budapest, ouais. Espérons, effectivement, dans cette période si particulière. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et à très bientôt pour Click Sport.